faut voir qu'il y a un contexte de renforcement de l'appareil capacité d'État et de la répression des luttes. Donc, on a eu l'état d'urgence voté par tous les partis politiques, à part une dizaine de frondeurs, socialistes et écolos, qui a été renouvelé. Il faut aussi se rappeler les travailleurs de Gautier qui avaient séquestré leur patron, qui ont été condamnés à la prison ferme. Et également, on peut voir aussi les arrestations fréquentes de jeunes dans des manifestations contre la loi du travail et l'utilisation systématique des gaz lacrymogènes pour des manifestants sous prétexte qu'il y avait pas casseurs sur place. Donc, tout ça, c'est dans un cadre où le gouvernement sait bien que tout ce qu'il fait est refusé par la classe ouvrière, qu'il n'a pas d'autre soutien que les démocrates syndicaux qui font des actions toujours limitées contre les habitants. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir toute cette politique répressive. On va tout de suite, oui. Non, mais pour répondre peut-être d'emblée rapidement, évidemment je suis d'accord, enfin, et j'y suis sensible et j'essaie d'intervenir aussi sur ces autres sujets, mais je voudrais souligner que, premièrement, il y a une spécificité de la question Rome, c'est-à-dire la rendre indicible. Le fait qu'on ne l'entende pas, que ça n'affleure quasiment pas. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas qu'il y a des effets très réels. Moi, j'avais été frappé. Vous savez, il y a tous les ans une sorte de grande enquête qui est menée par la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur le racisme, en gros. Et j'ai pas lu la dernière version qui pourtant est sortie il y a 2 mois, mais en revanche, j'avais étudié de près celle de l'année dernière, et un des éléments qui me paraissait très frappant, c'était que sur la période 2010-2014, on voyait les sentiments anti-roms monter de manière très importante. Alors vous me direz, le racisme en général, etc. Oui, mais quand même, par exemple, l'écart entre les jugements négatifs à l'égard des Roms et les jugements négatifs à l'égard des musulmans était très important et il s'accroissait. C'est-à-dire que la situation, enfin, la perception des Roms s'était désastreusement délabrée, y compris avec des questions sur mais est-ce qu'ils sont capables de s'intégrer? Évidemment, tout le monde disait non. Et pourquoi tout le monde disait non? Et pourquoi entre 2010 et 2014 ça avait autant augmenté? Parce que le discours public jouait un rôle très important. Donc d'un côté, on a un discours public qui dit ça, mais d'un autre côté, il est très important de ne pas entendre autre chose, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Le livre, par exemple, sur les Roms, c'est un livre dont on a très peu parlé dans la presse, alors que je n'ai jamais été autant invité pour parler d'un travail quel qu'il soit que pour ce livre. À faire des conférences partout, etc. Donc il y a un écart entre ce qui est visible dans l'espace public à travers les médias et ce qui se passe dans la société, y compris dans des réunions publiques. C'est une illustration pour moi, là aussi, à la première personne, de, premièrement, l'enjeu de la bataille pour l'espace public, mais le fait que la société, c'est pas exactement la même chose. Donc bien sûr, il y a des points communs, mais les Roms, ils ont une fonction. C'est ce qu'on expliquait dans le livre, comme disons, hypothèse d'interprétation, c'est à quoi ça sert les Roms. Ce qu'on nous explique tout le temps, c'est qu'ils ne servent à rien. Ils sont bons à jeter. Ce sont des vauriens. Donc c'est pour ça qu'on les met à côté des décharges publiques et qu'on les laisse dans leurs ordures, etc., en considérant que voilà, c'est du déchet. D'un autre côté, ils sont quand même très utiles politiquement. Politiquement, non seulement ils servent en gros de bouc émissaire, mais les boucs émissaires, il y en a plein. Hein. De ce point de vue-là, on est assez bien fourni, on peut avoir les immigrés, on peut avoir les musulmans, enfin, il n'y a vraiment pas de problème. Mais il y a une spécificité des Roms, c'est que, justement, ils servent à dire à tout le monde, au moins, je ne suis pas Rom. Je vaux mieux qu'eux. Eux, ils valent rien, moi, je ne vaux peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je reprends l'exemple de Darius que je citais tout à l'heure. Darius se fait massacrer. La police dit « Ah oui, c'est compliqué cette affaire, hein, c'est des pauvres qui tuent des pauvres. Et c'est une bande de jeunes d'origine africaine. » Pas une seule personne, ils ont très bien identifié qui c'était.
c'est lié à des histoires de drogue, etc. Ils ont très bien identifié. Pas une seule personne n'a été même en garde à vue. C'est la seule fois en France où quand on est noir, on ne se fait pas arrêter. D'habitude, il n'y a pas besoin d'avoir commis un délit pour se faire arrêter quand on est noir. Là, on commet un délit, on est identifié et on n'est même pas en garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce qui est signifié à tout le monde, c'est avec les Roms, on a le droit. Même si vous êtes arabe, même si vous êtes noir, quand même vous n'êtes pas Rom. Donc vous êtes du bon côté de cette barrière-là, c'est-à-dire contre ceux qui ne valent rien, eh bien, on est tous du bon côté. Et effectivement, on a beaucoup de témoignages qui peuvent être par des prolétaires, qui peuvent être par des minorités raciales, etc., qui disent « Ah non, non, quand même, les Roms, c'est autre chose. Hein. Au Maroc, nous, on n'est pas sales comme ça. Hein. » Etc. On a beaucoup de témoignages comme ça qui reviennent tout le temps, c'est-à-dire l'idée que par comparaison, tout le monde est blanc. Et y compris, donc, là, ces jeunes d'origine africaine décrits par la police, parfaitement identifiés, et qui ne risquent rien, mais c'est vrai aussi de ceux qui ont mis le feu à Marseille pour faire partir les Roms, et qui le déclarent publiquement, devant la télé, vous allez sur Internet, vous les trouvez toujours, aucun d'entre eux n'a jamais été inquiété. Vous prenez celui qu'on a appelé le bobo de République, qui avait aspergé de produits corrosifs des Roms qui étaient sur leur matelas, place de la République, il y a 2 ans environ. Il est arrêté, il est jugé, il est relaxé. Eh bien, je vous recommande d'essayer autour de vous. Si vous voyez des gens dans la rue, jetez-leur des produits corrosifs et voyez si vous ne risquez rien. Quand c'est des Roms, on peut. Parce qu'ils sont vraiment le point par rapport auquel on peut tous se dire « je vaux quand même mieux que ça ». Et c'est à ça que servent les Roms dans le néolibéralisme. Donc ils ont une fonction particulière. C'est que le côté vaurien dit « moi je vaux quelque chose ». C'est à ça qu'ils servent politiquement. C'est pour ça qu'on nous explique que économiquement ça ne rapporte rien. Personne n'essaie de nous faire croire, par exemple, que la mendicité, ça rapporte tant que ça. C'est pas avec la mendicité qu'on va s'acheter des costards. Donc, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que la ferraille, ça vaut rien. La mendicité, ça vaut rien. Et même quand ils volent, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est des voleurs de poules. Autrement dit, même quand ils sont voleurs, ça va pas loin. Donc, on nous dit ils ne valent rien. Parce que s'ils volaient des milliards, ça aurait quand même de l'allure et ils auraient des promotions. Donc, leur non-valeur est essentielle précisément dans une politique de la race. Une politique de la race, ça dit, vous valez quelque chose par comparaison avec les autres, vous n'êtes pas de la même nature. Peut-être que vous n'avez pas de boulot, peut-être que vous êtes mal logé, peut-être que vous êtes victime de discrimination, mais quand même, vous n'en êtes pas là. Hein. Vous valez quand même quelque chose. C'est à ça que servent les Roms. Autre question, intervention? Merci. Alors, justement, par rapport à cette fonction que vous décrivez, déjà depuis tout à l'heure, je me demande si on remonte, à partir de quand on arrive à l'identifier. Ben, ce qui complique les choses pour les Roms, je crois, c'est qu'il y a 2 histoires. Il y a une histoire au long cours et une histoire courte. Mais je crois que ce serait pareil pour tous les autres sujets. Si on prenait l'histoire de l'antisémitisme, à la fois, il y a une sorte d'antisémitisme éternel, mais en même temps, on sait bien que ce n'est pas la même chose, selon les époques, etc. Donc, je crois que ce n'est pas propre aux Roms, mais que l'effet éternel retour de l'antiziganisme, on va dire, et la comparaison avec les Juifs, bien sûr, n'est pas du tout absurde, je crois, dans la mesure où l'histoire des camps de concentration, c'est aussi une histoire Rome. Alors, pas au même degré, pas, etc., mais quand même. Donc, pourquoi distinguer entre les deux? C'est que justement, si on se donne une histoire éternelle des Roms, c'est-à-dire depuis toujours ils sont persécutés, on va vite retrouver les questions par exemple sur le nomadisme. C'est parce qu'ils sont nomades que, etc.
Donc je tends à me méfier de cette grille de lecture, comme je l'ai dit au début, cette grille de lecture culturaliste, qui leur donne une sorte de culture essentielle, intemporelle, etc. Malgré tout, le fait majeur, quand on voit aujourd'hui des Roms, Roumains et Bulgares autour de nous, c'est que quand on leur demande d'où ils viennent, eh ben, ils peuvent en général donner le nom d'un village. S'ils peuvent donner le nom d'un village, c'est bien qu'ils n'étaient pas nomades. C'est quand même assez simple comme test empirique. Donc, à mon sens, il y a de même que l'antisémitisme n'est pas éternel, de même l'antiziganisme n'est pas éternel, et là, ce qui se joue, c'est précisément à partir du moment où ils deviennent européens. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont européens qu'on les traite si mal. C'est parce qu'ils ont des droits qu'on essaie de leur rendre la vie invivable, à défaut de pouvoir les exclure légalement. On a pourtant essayé. On a prolongé les mesures transitoires autant qu'il était possible. C'est-à-dire, comme vous le savez, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent l'Union européenne et certains pays vont dire « Oui, mais laissez-nous un peu le temps de nous préparer. 2 ans, bon. 4 ans, bon. » Et jusqu'en 2014. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé qu'on a essayé de justifier légalement un traitement différent. Mais on ne peut pas durer éternellement, parce que le manque de chance, la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Europe, donc ils sont européens, donc ils ont des droits. Et donc à partir de là, on recrée de la race pour justifier de les traiter différemment. Et c'est pas que ça serve à grand-chose économiquement de mal les traiter, parce que quand on parle de l'immigration, par exemple, on peut être tenté de se dire, ce qui est en partie vrai, oui, mais ça sert au capitalisme pour exploiter les gens. C'est l'argument autour de l'immigration jetable. Quand on dit immigration jetable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant qu'ils nous servent, on les exploite, dès qu'ils ne nous servent plus, on les jette. Les Roms, même pas. Tant qu'à faire, ce serait sympa si on les exploitait normalement. C'est-à-dire, si en gros, on les payait mal, mais qu'on ne les chasse pas tous les quarts d'heure. Je ne suis pas en train de préconiser l'exploitation, hein, c'est juste pour dire, dans une hiérarchie des mots que peuvent subir les gens, ils ne sont même pas exploités. On n'en fait rien, si ce n'est politiquement, c'est-à-dire comme symbole de tout ça. Donc je crois que l'entrée en Europe, après, il y a eu bien sûr l'effondrement du bloc de l'Est, avec les conséquences que ça a eu sur un certain nombre de pays, entre autres la Roumanie, la Bulgarie, etc. Bien sûr, il y a eu ça, avec les possibilités de mobilité, etc. Mais quand même, le fait majeur, c'est l'entrée dans l'Union européenne, pas seulement en 2007, mais ce qui s'est préparé avant, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des gens qui se disent qu'ils peuvent aller à l'Ouest. Et le problème, c'est qu'ils ont le droit. On est bien obligé d'avoir une politique de la race, puisqu'on ne peut pas avoir une politique de la nation. Enfin, une politique de l'État. On ne peut pas avoir simplement le fait que... ah non, ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas européens. Ben si, ils ont le droit, ils sont européens. Donc, on les persécute. Parce qu'ils ont les droits. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez parlé de la France? Est-ce que vous voyez une approche différente de tout? Je parle de la Suisse, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Autriche. Alors, il y a des catégories différentes. Et je connais inégalement. Enfin, je connais assez bien la situation en France, je la connais beaucoup moins bien dans la plupart des autres pays. Mais quand même, j'ai essayé de me renseigner. L'Italie est un peu comparable à la France, dans le très mauvais traitement des Roms, et même, il faut rendre justice aux Italiens, ils ont à certains égards devancé dans le fichage racial, etc. Donc, l'Italie, ça marche assez bien comme politique de la race à l'égard des Roms. La Suisse, par exemple, ça marche assez bien aussi. C'est tout à fait remarquable, il y a des travaux qui sont faits d'ailleurs en Suisse, c'est tout à fait remarquable parce que là, l'argument que je vous disais tout à l'heure, même quand il y en a 10, c'est déjà trop, en Suisse, souvent il y en a 10. C'est-à-dire que c'est un petit pays, et il n'y a pas des foules de Roms, et donc quand il y en a 50, ça fait quand même un problème.
la Suisse, de ce point de vue-là, est un test grandeur nature de l'argument il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. L'Espagne, c'est très différent, entre autres parce que précisément, on ne parle pas, encore une fois, je suis pas, enfin, je ne connais pas tout, loin de là, hein, mais en Espagne, on n'isole pas les Roms, Roumains et Bulgares. En fait, on parle des Gitanos, et à ce moment-là, c'est aussi ceux qui sont espagnols. Et du coup, le fait, au lieu d'isoler les étrangers, de les mettre dans ce grand ensemble, eh bien, ça fait qu'ils sont traités beaucoup plus normalement. Un des tests, Aurélie Windels, qui est une des co-auteurs du livre et qui a continué de travailler sur ces questions avec des comparaisons européennes, un critère qu'elle prenait que je trouvais très bon, c'était le pourcentage d'accès aux toilettes. Et en fait, c'est sans commune mesure, j'ai oublié les chiffres, mais entre la France et l'Espagne. Mais entre autres parce que précisément, on n'est pas en train de parler seulement des étrangers, et que du coup, ça a des effets sur la manière dont se représentent les choses. L'Allemagne, je connais pas très bien, mais je sais que par exemple, à Berlin, il y a à peu près 20 000 Roms, Roumains et Bulgares. Enfin, je parle avant les derniers afflux de réfugiés, je ne sais pas si ça a bougé dans la dernière année ou pas. Ils ne dorment pas dans la rue et ils ne sont pas dans des bidonvilles. Ils sont dans des logements sociaux qui ne sont pas forcément géniaux, mais quand même. Donc il n'y a pas une politique de persécution à l'égard des Roms. La France est, je crois, championne d'Europe de l'expulsion. Aujourd'hui, en gros, depuis quelques années, c'est 18 000, on va dire, encore une fois, tout ça c'est des ordres de grandeur, hein, mais c'est 18 000 Roms, Roumains et Bulgares qui en France vivent dans des bidonvilles, etc. Ils sont expulsés en moyenne une fois par an. Ça veut dire qu'il y en a qui le sont 2 fois par an, ça veut dire qu'il y en a qui le sont moins souvent, etc. Hein. Mais en moyenne, à la louche. Hein, parce qu'après, ça dépend comment vous imaginez bien que tout ça est assez compliqué, mais à la louche, une fois par an. Vous voyez de France, parce que... Non, expulsion d'un endroit à l'autre. Oui, non, pas de France, puisque, comme je vous l'ai dit, pas de chance, ils sont européens. Donc, on les expulse environ une fois par an. Il n'y a pas du tout les mêmes chiffres dans d'autres pays. Pas du tout. Sans commune mesure. Donc, nous avons fini par croire qu'on est bien obligé de les expulser, en oubliant que les autres, manifestement, ne se disent pas qu'ils sont bien obligés de les expulser. Et de fait, encore une fois, le sens commun nous rappelle que si on dit qu'ils ont des problèmes pour s'intégrer, c'est pas en les chassant tous les 6 mois qu'on va leur faciliter une intégration quelconque. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a à certains égards une exception française, à certains égards, encore une fois, l'Italie n'est pas un paradis, ni la Suisse, ni etc. Il y a une relative exception française qui est cette espèce de persécution systématique qui est inscrite au cœur de la politique. Et ce qu'il y a de très frappant, c'est que en 2010, on se disait « Ah oui, mais c'est la droite sarkozienne ». En particulier, je vais emprunter le bouquin parce que c'est une citation qu'on donne en ouverture, Manuel Valls, en 2010, critiquait Nicolas Sarkozy en disant « On désigne des populations à la va-vite ». Quand François Hollande est élu en mai 2012, c'est le début presque immédiatement de la même politique pendant l'été 2012 en France. Donc ça, c'est un élément qui a considérablement aggravé les choses, parce qu'avant, on pouvait croire avec une part d'illusion, puisqu'au niveau des politiques locales, les différences n'étaient pas si visibles, mais on pouvait croire au niveau national qu'il y avait 2 politiques possibles à l'égard des populations roms. Aujourd'hui, personne ne croit plus qu'il y a 2 politiques possibles. Tout le monde est convaincu que, puisque les uns et les autres font la même chose, c'est qu'il n'y a pas le choix. Vous me direz, en écho à la première question, il n'y a pas que sur ce sujet-là. C'est-à-dire, en matière économique, c'est la même chose qui se produit. Mais c'est là qu'on voit que les Roms sont en quelque sorte un laboratoire pour l'ensemble des politiques qui sont déployées, c'est-à-dire pour une dépolitisation de la politique.
donner l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, donner l'impression que donc il n'y a pas de politique mais juste une gestion. C'est à ça que servent aussi les populations roms. On ne se dit pas, selon qu'on a telle idéologie ou telle idéologie, on va faire ceci ou cela, mais on se dit, la preuve que non, c'est que regardez, que ce soit des maires communistes ou que ce soit des maires socialistes ou des maires UMP, finalement, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, on se dit, c'est un problème de gestion. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est une politique municipale de la race. Ça veut dire quoi une politique municipale de la race? Ça veut dire que l'État délègue aux pouvoirs locaux la gestion. C'est pas comme l'immigration, parce que l'immigration, c'est les frontières. Donc ça, c'est l'État directement. Là, l'État, très souvent, il va juste, à travers son préfet, par exemple, dire au maire, ce serait bien de... Alors, on en avait un exemple, par exemple, le bidonville du Samaritain à la Courneuve, où le maire disait non, mais moi je voudrais bien, mais c'est le préfet qui ne veut pas, et le préfet disait mais c'est le maire qui nous demande, etc. Bref, ce double jeu des pouvoirs locaux qui se joue entre les représentants de l'État et les élus, on le retrouve un peu partout. Il y a peut-être une exception strasbourgeoise, mais c'est mon ignorance là qui parle. Mais ailleurs, disons quand on se promène ailleurs en France, c'est ce qu'on rencontre. Donc une politique municipale de la race, ça ne veut pas dire que ce serait un problème local. Ça veut dire que c'est une délégation à l'échelon local. Et un échelon local qui va être à la fois avec des élus locaux, mais aussi des représentants de l'État. Mais c'est une manière qui fait qu'aujourd'hui, Manuel Valls n'a plus besoin de répéter tout ce qu'il a répété au début. Ça marche tout seul. Tout le monde sait bien que ces gens-là ne peuvent pas s'intégrer. C'est bien pour ça qu'on ne veut pas leur rendre la vie trop facile. C'est bien pour ça qu'on ne va pas les aider trop, parce que sinon... il risquerait d'y en avoir d'autres. Donc, cette politique de dépolitisation, elle passe aussi par le fait de dire non, ce n'est pas une politique nationale, c'est une politique locale. Et comme on sait, la politique locale, c'est à peine de la politique, c'est juste de la gestion. C'est ce que les politiques nous racontent toujours. Alors, ils nous le racontent aussi au niveau national aujourd'hui, qu'ils ne font pas de politique, qu'ils ne font que gérer des problèmes. Mais de ce point de vue-là, on ne doit pas opposer un échelon local qui serait dépolitisé à un échelon national qui serait politisé. Ce sont deux manières politiques de nous convaincre que ce n'est pas de la politique. Et la preuve, je n'ai même pas détaillé ce soir, mais la preuve, c'est justement la figure du riverain. À quoi ça sert la figure du riverain? Eh bien, ça sert à dire, c'est pas nous qui voulons ça, hein. C'est les vrais gens. Et les vrais gens, permettez-moi de vous le dire, c'est pas vous. Parce que vous, si vous êtes en train de m'écouter, ça veut dire que vous êtes des bobos. La preuve, je soupçonne, c'est pas un reproche, mais que la plupart d'entre vous ne feraient pas forcément en sortant des remarques racistes sur les Roms. Donc vous êtes des bobos. Parce que si vous étiez des vrais gens, c'est-à-dire des riverains, vous habiteriez à côté de ces gens-là et vous sauriez que ça sent mauvais et qu'en plus il y a des excréments partout, donc vous n'habitez pas à côté d'eux. Ce qu'on avait montré dans le livre, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai de plusieurs manières. Premièrement, les bobos, quand on regarde les militants qui sont impliqués dans le soutien des Roms, ils sont un peu moins riches qu'on pourrait le croire. C'est pas... Voilà. Deuxièmement, souvent, ces militants, ils habitent à côté. Souvent. D'ailleurs, les associations qui s'engagent pour la défense des Roms, très souvent sont des associations locales. Ça se voit dans le nom, très souvent, des associations. Ce qui n'est pas le cas pour l'immigration. Pour l'immigration, vous avez les grandes associations nationales ou les réseaux nationaux, etc. Sur les Roms, ça se joue presque toujours à l'échelle locale. C'est-à-dire c'est des gens du coin. C'est en gros des voisins qui défendent les Roms. Mais vous ne les entendrez jamais dans la presse qualifiés de voisins. Jamais. C'est des militants. En revanche, si vous avez quelqu'un qui manifeste contre les Roms, vous n'entendrez jamais que c'est un militant. On vous dira toujours que c'est un riverain. Y compris quand il n'habite pas à côté. Parce qu'on ne va pas vérifier. Y compris quand, en fait, ils sont envoyés par la mairie.
ou par la mairie d'à côté, ou par un parti politique. C'est jamais des militants, c'est juste des riverains, des vrais gens, en colère. Aurélie Lindels, co-auteur du livre, disait toujours, en fait, on reconnaît le riverain au fait qu'il est exaspéré. Les riverains sont exaspérés. Et si vous êtes un voisin et que vous n'êtes pas exaspéré, vous êtes un militant. Et probablement un bobo. Parce que sinon, vous ne pourriez pas dire ça. Et vous n'avez qu'à en prendre dans votre salon ou dans votre jardin. Je voudrais poser une question très basique, mais pourquoi une politique raciale cachée sur les Roms, justement? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est juste de la perversion humaine qu'on en a partout? Est-ce que c'est qu'il y a un intérêt que je suis incapable de voir? C'est pas une question basique, c'est une question fondamentale et qui n'est pas simple. Moi, c'est la question que je retourne sous différentes formes ce soir, mais aussi dans le livre, etc. C'est pourquoi? Puisque, en gros, gérer 18 000 personnes, c'est jouable. Alors, une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, c'est que si on commence à dire qu'on peut loger 18 000 personnes, se posera la question de tous les mal logés en France. Du coup, dire qu'on ne peut même pas pour ces 18 000 là, ça n'a rien à dire. Alors vous, avec vos millions de mal logés, vous pouvez rentrer chez vous. Donc c'est une des fonctions de ça, c'est que c'est un rappel pour tout le monde qu'il ne faut pas rêver. Je vous le disais tout à l'heure aussi, c'est une manière de dire, mais quand même, vous allez mieux qu'eux. Et ça, c'est une vraie fonction, c'est-à-dire, ça tourne le ressentiment vers le bas. Et, en gros, on n'est pas content. Mais on n'est pas content de quoi? Si vous n'êtes pas content des Roms, politiquement, c'est moins gênant que si vous n'êtes pas content d'autres choses. Donc, politiquement, c'est quand même très utile que les gens n'aiment pas les Roms. Donc, je crois qu'il est important de voir, y compris parce que ça permet aux municipalités, comme à l'État, de dire, vous voyez bien, on essaie de s'occuper des choses, mais c'est pas facile. Parce que vraiment, ces gens-là, comme disait, encore une fois, je recite ce préfet à l'égalité des chances, qui disait, c'est une sociologie qui nous échappe. Donc on se dit tous, ah oui, c'est pas facile d'être l'État. C'est pas facile d'être le maire, ou c'est pas facile, etc., ou le préfet. Oh là là, imaginez-vous si vous étiez le préfet. Pas facile. Donc je crois que c'est à ça que ça sert. Ça sert à faire la démonstration qu'on fait les choses, que c'est pas facile, et que c'est pas à nous qu'il faut en vouloir, mais à eux. Ça fait beaucoup de bonnes raisons. Enfin, bonnes raisons, vous aurez bien compris, je ne suis pas entièrement acquis à cette politique. Mais je pense que ça a une rationalité. C'est complètement irrationnel à certains égards. C'est-à-dire, à quoi ça sert de persécuter des gens? Ça va aider personne, ça va, etc. Donc c'est irrationnel. Mais il y a une vraie rationalité, c'est-à-dire ça a une fonction politique. Ça n'a pas de fonction économique, mais c'est une fonction politique. Enfin, je ne sais pas, ça vous convainc pas trop comme réponse? Non, non, enfin, la réponse, enfin, je vous dis, moi je me bats avec cette question-là parce qu'on a envie de se dire, mais quand même, pourquoi ils font ça? Est-ce que ça dédouane les politiques de ne pas s'occuper de l'ensemble des éléments? Je vais prendre un exemple sur une des manières quand même, pour prendre un exemple précis. En 2012, pendant l'été 2012, si vous vous souvenez, donc peu après l'élection de François Hollande, élu en mai, Manuel Valls relance la question Rome. Alors on pourra se dire, bah oui, c'est normal parce que c'était le maire d'Evry, etc. Bon, enfin quand même. A priori, est-ce que c'était la première urgence pour le gouvernement de François Hollande? Un des éléments, c'est que c'est pendant cet été, pendant le mois d'août précisément, que se posait la question du traité de stabilité. Le traité de stabilité pour lequel la France,
pour laquelle le Conseil constitutionnel, je crois que c'est le Conseil constitutionnel, disait on n'est pas obligé de passer par un référendum. Si je vous parle du traité de stabilité, je pense que la plupart d'entre nous, on ne sait plus exactement ce que c'est. Pourtant, c'était très important. Comment ça se fait? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Pourquoi on n'en a pas beaucoup parlé? D'une part, parce qu'il n'y a pas eu de référendum. Mais d'autre part, parce qu'on a beaucoup parlé des Roms. Pendant qu'on parlait des Roms, on ne parlait pas d'autre chose. Et la coïncidence dans le temps est très frappante. Encore une fois, on a du mal à penser qu'un président qui vient de se faire élire ait tant que ça besoin de mettre en avant une question aussi peu importante, évidemment très importante pour les personnes concernées, hein, vitale pour les personnes concernées. Mais pour les 67 millions de Français, ces 18 000 Roms, c'était la première chose à faire pour un gouvernement qui venait d'arriver au pouvoir. Ça sert aussi à ça. Ça occupe, ça distrait.